Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Terre d'Info, le JT, votre rendez-vous quotidien en direct de la 70e foire de Châlons ce mardi 30 août. Alors au sommaire de cette émission pour la partie Actu, c'est la venue de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, candidat à la primaire de la droite qui va sillonner les allées de cette 70e foire de Châlons. Nous aurons l'invité politique ici sur ce plateau, nous recevrons Florian Philippot et nous discuterons là aussi dans la partie Actu des nouveaux circuits de distribution et des drives fermiers. Et pour la partie débat, parce que vous savez qu'on débat tous les jours sur ce plateau, on va s'intéresser aux nouveaux modes de financement à l'agriculture face à la réticence des banques aujourd'hui. Alors vous le savez, vous pourrez réagir là aussi à ce que disent nos invités. Pour ça, toujours pareil, vous avez nos réseaux sociaux, notre page Facebook Campagne TV, notre Twitter @Campagne TV, hashtag TDI ou notre site www.campagnetv.com. Voilà, je vous ai tout dit. Place à la partie Actu. Et dans notre partie actualité, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National et conseiller régional de cette grande région Grand Est qui nous accueille depuis quelques jours. Alors justement, on va d'abord commencer par votre visite, cette foire de Châlons. Pourquoi c'est important pour vous d'être présente à cette deuxième foire agricole de France ? C'est très important, bien sûr, parce que d'abord c'est ma région, c'est ce Grand Est, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Et puis, évidemment, vous l'avez dit vous-même, deuxième foire agricole de France. La France connaît aujourd'hui une crise agricole probablement sans précédent, qui est d'une violence inouïe, que ce soit pour les céréaliers, le lait, évidemment, les éleveurs, les fruits et légumes, et tout ce qu'on sait. Et je crois que nos paysans et nos artisans, qui sont nombreux aussi, mais aussi nos professionnels, ont besoin d'un soutien et ont besoin, je crois, d'une perspective qu'on essaie de leur apporter. Alors justement, vous avez sillonné ces allées de la foire de Châlons. Les professionnels que vous avez rencontrés vous ont remonté quel sentiment aujourd'hui ? Le sentiment, je pense, d'abord d'un grand amour de leur métier. Ça, c'est quelque chose qui transparaît partout. Que ce soit les artisans, que ce soit les agriculteurs, on sent l'amour du métier, l'amour de ce qu'ils font. Et donc, j'ai envie de dire, évidemment, avec la qualité qu'il y a derrière, un grand sentiment de gâchis. Parce qu'on voit bien que ce savoir-faire français, qui est souvent très ancien, qui en même temps sait se combiner à la technologie, parce que j'ai vu beaucoup aussi d'applications connectées, l'agriculture connectée, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font et il y a une vraie innovation, une vraie modernité. Il y a un sentiment de gâchis parce qu'on voit bien que les pouvoirs publics et évidemment au-dessus l'Union européenne sont en train de sacrifier tout cela au bénéfice de quelques grandes multinationales qui font tout pour s'accaparer des marchés, des richesses au détriment du plus grand nombre. Alors évidemment, on va l'illustrer parce qu'il se passe aujourd'hui dans l'actualité. C'est vrai qu'il y a évidemment la crise du lait. Bien sûr. Ça illustre ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Lactalis qui est une grosse multinationale, malgré tout coopérative. Donc c'est quand même là aussi la résurgence de notre mode de fonctionnement agricole qui a fonctionné pendant des années, mais qui aujourd'hui ne rémunère pas suffisamment ses adhérents. Alors pourquoi ? Il y a le problème de Lactalis dont on parle beaucoup. Et c'est vrai que Lactalis doit absolument faire un sérieux effort. On devrait obtenir au moins 380 € de la tonne. Et c'est ce que nous demandons. Mais c'est vrai que derrière Lactalis, moi je ne voudrais pas qu'on voit simplement l'arbre. Il faut voir la forêt qui est cachée derrière. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, puisqu'on parle du lait, on a supprimé les quotas laitiers en 2015. Donc c'était l'Union européenne, mais je n'exonère pas nos gouvernements de droite et de gauche de leurs responsabilités, puisque évidemment, ils ont accepté ces règles. Ils ont négocié la réforme de la PAC 2014-2020, qui est une véritable catastrophe, qui n'a plus rien à voir avec la PAC qu'on a connue il y a 30 ans, il y a 40 ans, qui pouvait être performante. On a supprimé le mécanisme donc de quotas, le mécanisme de régulation des prix. Aujourd'hui, que nous disent les producteurs de lait ? Ils sont étranglés. Ils sont étranglés, ou alors ils vont vers un système où il n'y a plus que les plus gros qui survivent. C'est l'agro-business où quelques gros pourront survivre, mais ce n'est pas le modèle de l'agriculture française. Et c'est en plus une évolution qui ferait beaucoup de dégâts économiques et sociaux, et probablement beaucoup de dégâts en termes aussi de qualité des produits et en termes de santé publique. Donc moi je pense que pour toutes ces raisons-là, il faut remettre en place cette politique de quotas, remettre en place de manière générale dans l'agriculture une politique de régulation des prix,
parce qu'on ne peut pas accepter que nos paysans soient mis en concurrence déloyale avec la terre entière, avec les Allemands qui font travailler des travailleurs détachés à 1 euro de l'heure, avec des produits qui ne respectent aucune norme environnementale, alors que nous, on nous impose des normes qui sont très strictes et qu'on applique de manière extrêmement rigoureuse. Cette lutte contre le dumping social, la concurrence déloyale, elle suppose d'arrêter de faire des accords de libre-échange avec le monde entier, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande. Elle suppose d'avoir une forme de patriotisme économique, qu'on puisse manger français dans les cantines de nos collèges, de nos lycées, de nos écoles, dans les cantines d'entreprise, qu'on puisse favoriser le Made in France, mais véritablement, pas simplement dans le discours, c'est-à-dire en se libérant des dictates de l'Union européenne. Mais je crois justement, si on prend la consommation locale, que vous avez défendu, là aussi au niveau régional, le fait de pouvoir, dans les appels d'offres publics et notamment de restauration collective, pouvoir imposer ce genre de critères dans les appels d'offres. Et pourtant, c'est anticonstitutionnel quelque part aujourd'hui. Alors, anticonstitutionnel, je ne sais pas. En tout cas, ce que vous dites est vrai, ce n'est pas conforme à la législation actuelle. Donc nous, ce qu'on avait dit, ce que j'avais dit en campagne régionale, c'est on va prendre le droit tel qu'il est parce qu'on ne va pas le réformer au niveau de la région, mais on peut déjà être malin avec le droit. Vous voyez, on peut mettre des critères sociaux, environnementaux, de cohésion territoriale qui permettent quand même de faire travailler le local, de faire travailler l'agriculture locale. C'est quand même un politique, c'est-à-dire que je ne vois pas quelqu'un de quelque parti que ce soit ne pas être d'accord avec vous sur ce sujet-là. Écoutez, je suis désolé, je l'ai dit seul dans la campagne. Et aujourd'hui, nous sommes le premier groupe d'opposition au Conseil régional, 46 élus. On ne cesse de le réclamer et on a face à nous un mur. On a face à nous une majorité UMPS qui nous oppose un mur, qui ne veut pas entendre parler de patriotisme agricole, de patriotisme économique, ou alors qui en parle le temps d'un discours pour des élections primaires internes à l'UMP, Ça fait joli, ça fait beau, mais qui en réalité, dans la pratique, ne le met pas en place, ni au niveau régional, ni au niveau national. Aussi parce que, et pourquoi c'est illégal aujourd'hui de faire du patriotisme économique, pourquoi c'est illégal de faire du Made in France? Parce que l'Union européenne l'interdit. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas dit aux Français de manière très claire, aussi bien aux agriculteurs, aux artisans, aux industriels qu'aux consommateurs, on ne dira pas la vérité. C'est strictement interdit par l'Union européenne. Donc soit on fait comme les Britanniques, on réfléchit à notre indépendance nationale, on voit que ça se passe très bien pour eux, soit on continue d'être pieds et poings liés dans un système qui nous ruine. Alors justement, le patriotisme que vous appelez de vos voeux sur les produits français, c'est peut-être aussi la redéfinition et revenir à des circuits plus de proximité, là aussi, pour pouvoir avoir une certaine valeur ajoutée et donner une valeur ajoutée complémentaire, en tout cas, à la production agricole. Est-ce que c'est ça votre modèle économique? Oui, vous avez raison. Notre modèle économique, c'est le circuit court. Donc c'est déjà, on ne donne pas toutes les clés à la grande distribution, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite, c'est le circuit court. Ça veut dire qu'on rapproche au maximum le producteur du consommateur. Ça va de pair avec le patriotisme économique. J'ai envie de dire c'est bon territorialement, c'est bon pour les territoires, pour les zones rurales, pour les zones semi-rurales. C'est bon économiquement, c'est bon socialement, tout le monde le comprendra. Et c'est même bon pour l'environnement. Parce qu'il est évident que moins on fera travailler des pays à l'autre bout du monde qui ne respectent aucune norme environnementale, qui donc nous font un dumping insupportable, un dumping social, eh bien plus on fera du bien à la planète. Je veux dire, ce ne sont que des avantages. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui est à contre-courant du modèle dont je parlais, qui est défendu aujourd'hui par les très gros et donc par leurs bras politiques, c'est-à-dire l'Union européenne. Oui, mais justement, comment on peut faire un lobbying suffisant pour faire basculer vers le système que vous appelez de vos voeux, en fait? Il y a un lobbying très efficace en France qui s'appelle le bulletin de vote. Je veux dire, c'est le meilleur lobbying que je connaisse. En réalité, bien sûr qu'on défend nos idées. Bien sûr que je pense qu'on a réussi à convaincre une bonne part, une majorité de l'opinion publique, et c'est très important, ainsi que des professionnels, des paysans, des artisans. Et ça, je crois que c'est une vraie victoire idéologique. Mais après, il faut que ça se concrétise. Aujourd'hui, nous, on n'a pas les manettes juridiques. On ne peut pas faire voter des lois, on ne peut pas faire changer ou sortir des traités européens parce qu'on n'a pas les clés politiques et juridiques. Je crois qu'il y a des élections importantes qui arrivent en France l'an prochain, il me semble. Donc ce sera aux Français de prendre leurs responsabilités. Mais est-ce que finalement, on ne va pas non plus esseler la France dans un concert de nations mondialisées qui veulent et qui insistent là aussi sur une politique très très libérale des échanges économiques, quoi? Alors je vais vous dire, allez aux États-Unis. On dit pays très libéral, etc. C'est vrai par certains aspects dont on ne veut pas. Mais quand il s'agit de défendre les intérêts nationaux, notamment les intérêts industriels ou agricoles ou agroalimentaires, ne vous inquiétez pas, ils font du protectionnisme et du patriotisme. Même chose concernant la Corée du Sud, qui pourtant est un pays plus petit que la France, moins peuplé, moins riche, et pourtant ils s'en sortent mieux, ils nous ont dépassés dans le commerce mondial parce qu'ils font ce patriotisme. Et je pourrais multiplier les exemples. Vous voyez, on avait dit le Royaume-Uni, si le Royaume-Uni vote le Brexit, ce sera l'apocalypse au Royaume-Uni.
il n'y aura plus d'investisseurs, tout le monde va partir. C'est un peu tôt encore pour oui, voir enfin, les moi effets. j'ai vu qu'ils ont voté, soit disant que le choc psychologique devait être si terrible que les Britanniques devaient rester chez eux, arrêter de consommer, on devait arrêter d'investir. Le chômage baisse, la consommation est au beau fixe, les investisseurs sont restés, et même certains viennent parce que le pays est devenu plus compétitif et le tourisme se porte manifestement bien. Je ne dis pas que tout est réglé. Non, parce que les barrières douanières n'ont pas été encore mises en non, je ne dis pas que tout est réglé. Ouais. Juridiquement, tout n'est pas encore fait. Mais en tout cas, ceux qui nous avaient promis l'apocalypse par un choc de défiance sont des menteurs. On en a la preuve. Ça ne s'est pas produit, au contraire. Alors justement, on parlait de la politique agricole commune. Aujourd'hui, on va être à peu près à mi-mandat, j'allais dire, de la PAC 2014-2020. Donc on peut là aussi commencer à réfléchir à la prochaine politique agricole et aux adaptations, en tout cas qu'il faut légiférer. Là aussi, vous avez des idées, des propositions? Je pense que c'est le dernier mandat, entre guillemets, la dernière période 2014-2020 de la PAC, qui n'est plus la PAC. On a maintenu le nom, mais ça n'est plus la PAC qu'on a connue, puisqu'elle a été profondément modifiée à partir des années 90, comme vous le savez. On a supprimé le processus de régulation des prix. Et d'ailleurs, on a même transformé la philosophie, parce que ce que vous disent les agriculteurs, c'est qu'ils veulent vivre de leur métier. Ils ne veulent même pas vivre de subventions, ils veulent vivre de leur métier. Mais il faut que leur métier soit rémunérateur. Il ne faut pas qu'ils travaillent à perte. Or ça, la PAC ne l'assure plus. Donc moi, je pense qu'on va aller tranquillement, il faut que ça se fasse en tout cas tranquillement, vers un système de renationalisation d'une politique agricole nationale. On donnera exactement la même somme aux agriculteurs. On pourra même donner un peu plus, parce que l'Europe, comme vous le savez, nous prend beaucoup plus qu'elle ne nous donne chaque année. Sur la politique agricole commune, c'est pas au global. vrai. Donc, elle nous prend 22 milliards, elle nous en rend 13, dont la PAC pour 9-10 milliards. Bon. Donc 22 moins 13, ça fait 9. On économisera chaque année 9 milliards par an. Donc on pourra un peu mieux servir les agriculteurs. Et puis surtout, on va remettre en place un processus qui leur permet à eux d'innover et d'être toujours dans la compétition nationale et mondiale, bien sûr, mais un processus qui garantit les prix. Voilà. Un processus qui leur garantit de ne pas travailler à perte, de vivre de leur travail. Alors ça ne peut pas se faire avec le système qui est devenu aujourd'hui complètement dingue de la Commission européenne. Donc c'est vraiment la sortie, clairement, de la France, de l'UE et de son système, là aussi, de politique agricole commune. Pour vous, la question aux Français par référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. De toute façon, ce référendum se fera tôt ou tard. Autant le faire le plus tôt possible. Alors je reviens un petit peu sur la politique régionale en conclusion, parce que c'est vrai que la région Grand Est et la région Champagne-Ardenne en particulier est quand même une des régions, très grande région agricole. Alors justement, comment, là aussi, on peut bâtir une politique économique régionale compétitive pour rendre la compétitivité à ce territoire si elle est complètement esseulée du reste de l'Europe, en fait? Elle n'est pas esseulée du reste de l'Europe. Je veux dire, aujourd'hui, la Belgique à côté, automatiquement, il faut avoir des échanges commerciaux avec ces gens-là. Comme vous avez constaté, le Royaume-Uni continue de commercer avec le monde entier. Et même, il se précipite pour conclure, négocier des accords, des traités de commerce avec le Royaume-Uni. Là aussi, je crois qu'il y a 38 pays déjà qui ont frappé à la porte du Royaume-Uni pour négocier des accords. Donc on voit qu'il n'y a pas du tout d'isolement. C'est simplement qu'on retrouve notre indépendance. C'est tout à fait différent. Mais là, au niveau régional, moi je pense que peut faire la région? La région ne peut pas tout faire, même loin de là. Elle a un petit budget, proportionnellement, et elle a quelques outils juridiques. Mais quand même, elle récupère les fonds FEADER quand même. Donc du coup, elle a quand même une compétence. Les fonds européens qui sont de l'argent qui vient de notre poche, bon, en réalité, mais c'est vrai qu'il faut les utiliser quand même le mieux possible. Elle peut. La région gère les lycées. Et donc, normalement, elle devrait pouvoir faire en sorte que dans ses cantines de lycée, encore une fois, c'est un des grands axes de la région, on puisse manger local, qu'on puisse manger français. La région aussi, elle peut aider les agriculteurs, les exploitations à transmettre leurs outils éventuellement, parce que parfois la transmission est compliquée. Elles peuvent les aider à se moderniser, à innover, parce qu'on sait aussi qu'on a besoin d'innovation permanente. Elle peut aider de ce point de vue-là. La région ne pourra pas faire beaucoup plus que cela. On le sait bien, ce n'est pas au niveau de la collectivité régionale qu'on a les outils et les budgets pour le faire. Et puis elle peut communiquer sur l'image. Vous savez, rien que le fait qu'on s'appelle Grand Est, c'est une perte de substance pour nos produits locaux. Parce qu'un produit local estampillé Alsace ou Lorraine ou Champagne-Ardenne se vend beaucoup mieux et beaucoup plus identifié qu'un produit régional estampillé Grand Est. Et ça, nous, on l'avait signalé dès la fusion. On avait dit que ce n'est pas qu'un problème, si vous voulez, de technocratique, la fusion. Certes, ça coûte cher, mais c'est aussi un problème d'image. L'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, tout ça, ça existe. Et c'est reconnu nationalement et internationalement. Et ne perdons pas ces avantages, ces atouts.
Bah, écoutez, merci Florent Philippot, ce sera le vous. mot de la fin. Et nous, on continue dans la deuxième partie de l'actu. Deuxième partie de l'actu qui est consacrée au mode de distribution et au circuit court. On va s'intéresser à nos invités, à ces nouveaux modes de distribution, notamment les drives fermiers ou les points de distribution, de points de vente collectifs. Avec nous, pour en parler, Alexandre Blondeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur et producteur de fromage de chèvre, c'est bien ça? Tout à fait. Votre exploitation est où? Elle est à La Chaussée-sur-Marne, à 15 km de Châlons-en-Champagne. Et juste pour nous donner un petit peu une idée de la taille de votre exploitation, vous avez combien de chèvres? Alors aujourd'hui, 40 chèvres laitières, quelques petites qui viennent compléter le troupeau en attendant l'année prochaine. Donc ça fait 55 animaux en permanence. En face de vous, on reçoit Emmanuel Foissy, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des marchés agricoles au Crédit Agricole du Nord-Est, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Donc derrière ce vocable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aidez concrètement les agriculteurs à se développer? En fait, mon job, c'est de regarder quels sont les besoins de nos agriculteurs et puis de les accompagner sur les crédits et puis de manière générale dans leurs projets. Alors c'est vrai que les circuits courts et ces modes de distribution se développent, que ce soit en drive fermier, en point de vente collectif, mais il y a aussi des plateformes Internet qui se développent chez certains producteurs. On va découvrir dans le reportage qui suit, dans le département de l'Aube et de la Marne, les initiatives qui ont été mises en œuvre. Ici, on est sur le point de retrait du drive fermier de l'Aube. Donc, point de retrait tous les vendredis après-midi, retrait pour les clients de 16h à 19h30. Le drive a ouvert en octobre 2014. On va bientôt fêter nos 2 ans. Le fonctionnement, c'est donc un site internet sur lequel les producteurs remettent à jour tous les produits le dimanche. Et donc, tous les produits sont en ligne à partir du lundi. Donc le consommateur le client peut faire sa commande du lundi au mercredi. C'est là où il est sûr de retrouver tous les produits de la semaine. Commande jusqu'au mercredi soir minuit et retrait donc le vendredi après-midi de 16h à 19h30. Le choix du vendredi après-midi, c'est la fin de la semaine, donc on a beaucoup de personnes, de jeunes actifs qui font de la commande sur Internet et qui viennent retirer rapidement le vendredi. Donc ça correspond à ce type de clientèle-là. Mais on a aussi des personnes retraitées, des personnes de tous âges qui sont surfeurs également et qui font une commande également sur le drive par la facilité et la proximité pour venir retirer leur commande. Le drive au début était conçu pour une quarantaine de commandes. L'objectif c'était 40 commandes par semaine, mais dès le deuxième drive, on était à 70 commandes. Et aujourd'hui, on est sur une moyenne de 120 commandes à l'année, avec des hauts et des bas, une saisonnalité, fonction des produits, fonction des périodes. Depuis de nombreuses années, environ 10 années, nous faisons de la vente directe en caissette de viande auprès d'un réseau de consommateurs. Et maintenant, depuis bientôt 1 an, nous participons à un point de vente collectif qui se situe à Cernay-les-Reims, à une vingtaine d'associés. Et donc l'idée, elle nous est venue parce qu'on était sollicité par le maire de la commune, accompagné par la Chambre d'agriculture de la Marne. Et nous avons défini notre façon de commercialiser et notre préoccupation, c'est de rencontrer le consommateur. Donc on a fait le choix d'un magasin, ouvert à tous les consommateurs bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la fonctionnalité et du côté pratique et accueillant du magasin que nous avons. Avec l'ensemble des 20 associés, plus des 15 dépôts vendeurs qui représentent 35 exploitations, nous avons 1500 références au niveau du magasin, réparties en 4 familles, toutes les viandes, les produits laitiers, l'épicerie et puis les fruits et légumes. Lorsqu'on rencontre les clients dans le magasin, c'est bien sûr avant tout pour les servir, mais c'est aussi pour échanger avec eux. On a un de nos engagements, c'est aussi que toutes nos exploitations sont ouvertes et les 20 associés sont prêts à recevoir les clients quand ils le souhaitent sur les exploitations pour venir voir nos systèmes de production. Je viens ici parce que les produits viennent directement de chez les producteurs. J'ai moi-même un petit jardin, mais je ne peux avoir tous ces produits et j'ai l'impression de retrouver ces produits-là de mon propre jardin. Et je suis sûr que de la provenance des produits.
Retour sur le plateau ici en direct de cette 70e foire de Chalon. C'est quand même assez impressionnant, hein, ce magasin qui a plus de 1500 références de produits. On dirait réellement un magasin classique. Alexandre Blondeau, c'est dans ce type de magasin que vous vendez vos produits? Exactement, donc c'est exactement dans celui-là même. D'accord. Voilà, avec les 20 associés qui se sont regroupés pour le développer. Ouais. Donc vous, hein, vous vendez du produit transformé, vous vendrez du crottin, de la bûchette de chèvre, je suppose, c'est ça? Ça, oui, tout à fait, oui. Et pourquoi vous avez adhéré justement à ce type de démarche? Et ben moi j'ai adhéré à ça parce que mon objectif de développement passait par en fait la multiplication des réseaux de distribution, et pour moi ce réseau-là il correspond à une attente des consommateurs qui veulent de la transparence, qui veulent de l'information, et pour nous c'est un débouché efficace puisqu'on se concentre à plusieurs et on permet aux gens qui cherchent du produit fermier de venir en un seul endroit en trouver 1500 ou plus, quoi. Mais du coup ça veut dire que vous vendez directement dans votre exploitation, vous vendez dans ce magasin, vous vendez encore sur les marchés, ou c'est une activité que vous avez arrêtée pour justement pouvoir être présent au magasin et rencontrer le consommateur? Alors personnellement, j'ai continué. D'accord. Parce que je ne conçois pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques, puisque nos clients sur les marchés, ils sont là parce que c'est le circuit de distribution qui leur convient. Et j'imagine pas les abandonner pour aller vendre ailleurs. Et vous, votre intérêt, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de lien étroit, direct avec le consommateur pour expliquer là aussi comment vous faites vos produits et puis les contraintes qui peuvent se poser à vous? Ou est-ce que c'est réellement pour une question de valeur ajoutée, en diminuant le nombre évidemment d'intermédiaires, vous pouvez là aussi mieux valoriser vos produits? Alors pour moi la vente directe c'est l'essentiel, et je ne conçois pas où on fait un peu de revente mais très peu. Donc on est vraiment dans le lien direct avec le consommateur. Et le magasin, c'est un booster de la vente et un moyen de se développer. Donc, toujours dans le même esprit, contact client, contact consommateur. Est-ce qu'il y a réellement des questions? C'est-à-dire que quand vous êtes présent dans le magasin, parce que je suppose que vous vous relayez avec les différents producteurs, oui. C'est ça, hein? On n'est pas là tous les jours, et c'est bien l'intérêt aussi de cette forme cette forme de commercialisation. Et les clients sont dans l'attente. Et vous fabriquez votre produit comment? Et vos bêtes, elles mangent quoi? Et vos légumes sont poussés comment? Et est-ce que vous mettez des traitements? Il y a beaucoup d'interrogations. Ouais. Alors du coup, vous m'avez pas répondu sur l'aspect chiffre d'affaires. Finalement, vous valorisez mieux vos produits pour votre chiffre d'affaires de votre exploitation. Et au global, est-ce que le chiffre d'affaires du magasin, là aussi, est en constante évolution? Alors, par rapport à mon exploitation, le magasin, c'est un coût, hein, puisqu'il y a un investissement. Donc, au niveau de la valorisation sur l'ensemble, mais chacun y participe. On verse une commission au fonctionnement du magasin. Donc, on a globalement un coût qui est très proche de celui sur l'exploitation, peut-être un petit peu plus élevé, évidemment. Par contre, c'est vrai que chacun n'a pas les mêmes contraintes. Donc, c'est assez relatif par rapport aux différents associés. Le magasin en lui-même, aujourd'hui, il tient peu ou prou ses objectifs de chiffre d'affaires. On aura 1 an dans 15 jours. Donc on va commencer après à faire des statistiques et à pouvoir faire un peu d'analyse. Aujourd'hui, on est satisfait de la fréquentation, du chiffre d'affaires. Et maintenant, on a l'ambition de faire un petit peu plus, quoi. Oui, bien sûr. Et le conseil, hein, aux clients, aux consommateurs, là aussi, c'est quelque chose que vous sentez réellement. Il y a de plus en plus de questionnements sur l'acte de consommer, sur les produits, sur redonner du sens, là aussi, à l'acte de consommation? Oui, parce que les clients qui viennent chez nous, encore une fois, eux, ils veulent savoir comment sont faits les produits et à la limite, comment on les vend, à quoi ils répondent, les normes, etc. Mais après, on va plus loin, puisqu'on va même jusqu'au conseil gastronomique, culinaire, diététique. Voilà, les sujets s'ouvrent, se multiplient, en fait. Et ce contact-là, c'est vraiment de la proximité, tout le temps. Mais justement, en tant qu'agriculteur, donc chef d'entreprise, chef d'exploitation, est-ce que finalement vous êtes formé à ce contact-là et à cette communication-là? Parce que là aussi, c'est de la com. C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est une réalité qui amène de la complexité dans le fonctionnement d'un groupe, puisque on a tous nos histoires, nos compétences, nos formations, et il y a des gens qui sont plus ou moins aguerris en vente directe, et il y a d'autres qui sont plus ou moins aguerris en communication. Et l'intérêt du groupe, c'est que justement, on arrive en s'accompagnant les uns les autres, à avoir une certaine homogénéité et à travailler le discours pour le consommateur. Alors pour qu'on comprenne bien, justement, il y a effectivement le magasin qu'on a découvert dans ce reportage, mais il y a aussi des points de vente, là aussi collectifs. Il y a aussi des plateformes Internet. Quelle est la différence entre tous ces modes de distribution en circuit court ou de proximité? Il y a plusieurs explications. À mon sens, ça correspond à différents profils de consommateurs. Les gens qui font de l'achat sur Internet, qui n'ont pas une attente forte sur le contact avec le producteur,
eh bien, ils utilisent facilement les drives fermiers parce que le produit leur convient. Ceux qui veulent plus de contacts, qui veulent plus d'échanges, ils vont aller dans les magasins de producteurs pour chercher les produits pour lesquels ils vont trouver de la traçabilité, ils vont trouver de l'information, ils vont être réassurés sur les moyens de production, etc. Donc ça correspond à différents profils, à mon avis. Moi, je voulais juste compléter. Je suis aussi adhérent de ce qu'on appelle les comptoirs paysans. Oui. Et sur les comptoirs paysans, on est à mi-chemin entre les deux parce que les gens commandent sur Internet. On se retrouve une fois par semaine et là, tous les producteurs sont censés être présents. Donc c'est un drive, il y a quelqu'un qui organise les livraisons. Et nous, sur les comptoirs, on est tous là, mais on commande sur Internet. Et les comptoirs paysans, ils sont géographiquement situés où en fait? Eh ben, en Dans France, les exploitations, comment ça se passe? Non, on définit en fait au travers d'une association de consommateurs et de producteurs. Et il y a un point de livraison dans un village qui est, en général, c'est central, quoi. Emmanuel Foissy, je rappelle que vous êtes responsable des marchés agricoles au Crédit Agricole Nord-Est. Justement, comment on accompagne ces nouveaux modes de distribution quand on est un banquier aujourd'hui? Alors, c'est vrai que c'est un phénomène qui se développe fort et l'agriculture est diverse et il nous faut absolument accompagner tous ces projets pour nous rapprocher des consommateurs. Donc l'accompagnement, c'est évidemment au niveau de l'investissement parce que ça génère quand même des investissements conséquents. Et puis ça génère aussi un lien plus fort avec les clients dans la façon de payer, de communiquer. Et donc ce qu'on propose, c'est au travers de la création de sites internet et puis toutes les solutions monétiques pour encaisser selon le parcours du client. C'est-à-dire que si on crée un site internet, vous avez la solution pour pouvoir payer à distance. Mais par exemple, sur le magasin de producteurs de M. Blondeau, comment on fait du coup? Parce que finalement, on a des caisses, on a des terminaux de paiement, Voilà, alors, comme un magasin classique. Pour un magasin de vente directe, je dirais c'est la même chose quasiment que pour un commerce classique. Maintenant, il y a d'autres formules qui sont plus adaptées pour les ventes à la ferme, notamment les ventes sur site, les ventes sur les marchés, les ventes à distance. Et donc j'ai amené ici pour faire une démonstration rapide un appareil qui permet effectivement très simplement d'encaisser sur le lieu de vente quel qu'il soit, au-delà évidemment du magasin. Sur le téléphone? Sur le téléphone. D'accord, on le découvre. Hein. Voilà, un téléphone tout simple, l'application est téléchargée. Vous venez au magasin et je souhaite encaisser par exemple la somme de 15 €, tout simplement. Voilà. Et puis j'ai un boîtier qui est connecté, qui va me permettre effectivement d'encaisser la carte bancaire du client. Ah oui, directement. Voilà. Donc ici, j'attends qu'ils me le disent. Voilà. Je mets la carte bancaire. Bon, je vais le faire de manière factice. Je saisis le code comme chez mon commerçant. Et puis au bout de quelques instants, je vais avoir un message qui va me dire que c'est bien encaissé. Et j'envoie directement sur la boîte mail du client, du consommateur, le ticket qu'il reçoit chez lui. Est-ce qu'il y a d'autres, là aussi, solutions ou de partenariats que vous tissez justement avec les agriculteurs, les chambres d'agriculture, pour développer justement ces solutions mobiles ou connectées? Tout à fait. Donc nous avons signé l'année dernière, à quelques mètres d'ici, il y a maintenant 1 an, une convention avec le réseau Bienvenue à la ferme, qui est une convention nationale avec le Crédit Agricole, qui est relayée en région. Et donc on offre des avantages pour permettre à tous les agriculteurs, alors à la fois les jeunes et puis tous les autres, de se lancer dans l'aventure des circuits courts, de la vente directe, avec des avantages. Donc on offre les appareils, les locations, etc., à la fois pour ce type d'appareil mobile, mais également pour encaisser sur les sites internet les paiements des consommateurs. Les paiements en ligne. Alexandre Blondeau, sur l'exploitation, vous avez ce type d'outils ou de moyens connectiques pour l'instant? Non, mais je pense qu'on y viendra parce qu'on a régulièrement... on va dire le reproche de nos clients qui disent « vous ne prenez pas la carte bancaire ?» Alors voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra qu'on développe parce que ça apporte... Sans surcoût bien évidemment, c'est bien ça. Vous voyez, la location de ce type d'appareil, c'est 9,90 € par mois. Ouais, donc et pour les paiements, j'ai fait l'exemple d'un paiement de 15 €, c'est 4 centimes. D'accord, voilà. Au moins on a donné les clés pour les agriculteurs qui nous regardent et qui se poseraient justement des questions sur ce type de moyens de paiement qui sont importants pour développer les circuits de proximité, les circuits courts. Merci messieurs d'avoir participé à cette partie actu. On attend bien évidemment l'arrivée de Nicolas Sarkozy sur cette foire de Châlons. Mais avant, on va passer à notre débat du jour consacré aux différents modes de financement. On continue dans la finance.
Alors on le voit, hein, pour aider les nouveaux projets agricoles, il y a un essor aujourd'hui de financement alternatif face à la réticence des banques aujourd'hui pour financer de nouveaux jeunes qui s'installent notamment, ou alors des personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas issues du monde de l'agriculture et qui voudraient là aussi tenter cette aventure-là. Pour en parler avec nous, on reçoit Florian Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du site de cofinancement, crowdfunding Mimosa, c'est bien ça? C'est bien ça. Et en face de vous, on a Jean-Baptiste Vervi, qui est directeur développement de la FDSEA de la Marne. Ah oui. Donc on a vraiment deux types de financeurs qui sont complètement en dehors des banques sur ce plateau. Florian Breton, Mimosa, en deux mots. En deux mots, Mimosa est la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Donc le principe est très simple. On accueille des producteurs, des agriculteurs ou des artisans de l'alimentation qui souhaitent financer une partie, tout ou partie d'un projet d'installation, d'agrandissement, de diversification. Mais pour financer ce projet, ils se tournent à travers la plateforme vers le grand public, vers les citoyens français. Et ils mettent en place toute une série de contreparties en nature afin de les remercier d'être engagés à leur côté. Mais est-ce qu'ils viennent par dépit parce que les banques ne leur prêtent pas, ou est-ce qu'ils viennent par volonté? Pas forcément. On a ce qu'on appelle vraiment l'alternative qu'on peut représenter, mais qui représente peut-être une trentaine de pourcentage des projets que nous accompagnons. Donc si on est une alternative, c'est soit le choix du porteur de projet parce qu'il souhaite se tourner vers le grand public, soit le choix qui lui est imposé par une banque. Mais bien souvent, on est un complément de financement ou même un apporteur de fonds propres afin de bénéficier de ce qu'on appelle un effet de levier et que les banques puissent accompagner le projet par ailleurs. Oui, c'est souvent les 30% qui manquent pour justement rassurer les banquiers et les prêts qui sont adéquats. Comment ça fonctionne en fait, concrètement? Très concrètement, alors du regard du citoyen, il suffit de se rendre sur www.mimosa.com et de découvrir les 320 projets que nous avons déjà accompagnés. On choisit son projet. On choisit son projet et on choisit son territoire. D'accord. Ce qui intéresse les gens vraiment, c'est l'impact territorial qu'on peut avoir. 7 contributeurs sur 10 nous remonte cette information. C'est vraiment accompagner une agriculture de qualité diversifiée et sur son territoire. Donc il choisit son projet, il choisit son territoire et il soutient un projet aussi pour découvrir de nouveaux produits. Ça peut aller de simples bouteilles de vin, de pots de miel, mais aussi de séjours et d'expériences à la ferme, comme passer une semaine en immersion dans la vie d'une chevrière ou par exemple privatiser un domaine viticole le temps d'un mariage ou d'une cérémonie d'anniversaire. C'est vrai que la proximité, là aussi on l'a vu dans la séquence précédente, c'est-à-dire que ça marche, les circuits courts fonctionnent, et là aussi ça fonctionne pour le crowdfunding. Il n'empêche que, vous ne m'avez pas répondu, à partir du moment où moi je mets 100 € de crowdfunding sur le site Mimosa, sur justement une action que j'ai choisie, comment ça fonctionne, combien revient justement à l'action? Alors, c'est pas une action, c'est vraiment ce qu'on appelle le don avec contrepartie en nature. Alors, si typiquement, Olivier, vous mettez 100 € sur un projet, par exemple, viticole, en contrepartie, alors chaque projet viticole est singulier et a ses propres différences, mais typiquement, vous pourriez avoir un coffret de 6 bouteilles de vin livré chez vous un peu partout en France, une fois par mois, pendant 3 mois, par exemple, avec une sensibilisation en plus pour un groupe d'amis, l'œnologie, dégustation, etc. La contrepartie est en nature. Donc à partir du moment où cette contrepartie est en nature et qu'il n'y a pas de retour d'argent ou même d'actionnariat, le champ des possibles est extrêmement vaste. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a eu un éleveur en Normandie qui proposait des glaces artisanales et qui a proposé justement de privatiser son truck, son camion fermier, avec des glaces artisanales à volonté le temps d'un week-end. Donc il y a 2 personnes qui ont organisé un mariage et qui ont apporté ces 1 000 € moyennant le camion et les glaces à volonté, et une personne pour son anniversaire. C'est pas plus que finalement 100 personnes à 10 €. On apporte de la trésorerie à l'agriculteur, il fait l'acquisition de son truck et il remercie sa communauté par des contreparties en nature. Et donc du coup, là pour être très concret, on a des projets qui recherchent quel niveau de financement? Alors c'est extrêmement variable, ça peut aller, la plus petite collecte qu'on a accompagnée aujourd'hui c'est 1 000 €, c'est des lycéens agricoles qui partaient faire le concours au Salon de l'Agriculture dernier. Et puis le plus gros projet qu'on a eu c'est un peu plus de 30 000 € justement sur un magasin de producteurs en Savoie qui s'est constitué. C'était un gros plan de financement, quelques centaines de milliers d'euros accompagnés par l'Europe, par la région, par des banques, mais à travers la campagne de financement participatif qu'ils ont réalisée chez nous. Au-delà de collecter un peu plus de 30 000 €, ils se sont aussi constitués
une nouvelle base de clientèle. Et c'est ça l'intérêt aussi du financement participatif, c'est de communiquer, de développer sa notoriété et son activité commerciale. Ils ont eu près de 280 personnes qui ont soutenu leur projet et qui, en étant acteurs de leur projet, sont devenus les clients ambassadeurs de leur magasin de producteurs. Donc ça, c'est assez formidable. Mais pour répondre très concrètement à votre question, la collecte moyenne financée sur notre plateforme tourne entre 6 500 et 7 000 euros. D'accord. Et il y a combien de projets qui ont été financés à la date d'aujourd'hui? On a accompagné un peu plus de 320 porteurs de projets en l'espace de 18-20 mois, ce qui en France est un record pour une plateforme de dons, ce qui représente en somme collectée en somme globale, à peu près un peu plus d'1 600 000 euros aujourd'hui. D'accord. Et justement, alors à l'inverse, quel est le profil des contributeurs? Est-ce qu'ils sont des gens plutôt jeunes qui sont habitués justement à ce mode de crowdfunding, ou est-ce que c'est vraiment des gens de tous âges? Alors déjà, ce que j'aime bien dire, c'est que 78% de nos contributeurs sont en province. D'accord. Donc c'est vraiment les territoires et les campagnes qui participent au projet de ruralité et à la proximité. Après, si je devais vous donner une tranche d'âge de contributeurs, on tourne entre 35 et 50 ans en cœur de cible. D'accord. Ce qui est intéressant aussi pour le renouvellement des générations, c'est que les moins de 35, par contre, fréquentent beaucoup le site. Alors, portefeuille oblige, ils n'ont pas toujours les moyens d'investir massivement dans ces projets-là. Mais en tout cas, on a 60% de notre trafic qui a moins de 35 ans. Donc, ce qui prouve aussi qu'il y a un intérêt des jeunes et on vulgarise et on donne un regard un peu anti-morosité aussi aux agriculteurs pour prouver que les agriculteurs sont en mouvement, dynamiques et se tournent vers l'économie collaborative aussi pour trouver des relais de financement nécessaires à leur activité. Et là aussi, du point de vue des contributeurs, quel est à peu près le don moyen? Alors la contribution moyenne, elle est assez marquée chez nous puisqu'elle tourne aux alentours des 100 euros. D'accord. Un contributeur donne en moyenne 100 euros quand la moyenne du marché du financement participatif, c'est à peu près 55 euros nationalement. Pareil, je vous parlais d'une collecte moyenne entre 6 500 et 7 000 euros. La collecte moyenne en financement participatif en France tourne à 4 000 euros, ce qui prouve que les agriculteurs, plus que n'importe qui, sont capables de fédérer plus large leur territoire et en même temps d'engager de manière plus marquée les citoyens autour de leur projet. Est-ce que les contributeurs sont d'origine agricole ou pas du tout? C'est les urbains? Pas du tout. Alors il y a ce qu'on appelle en financement participatif le réseau des connaissances directes, le premier cercle, partie un peu intime, des amis, de la famille. La love money. Mais au-delà de cela, la love money, tout à fait, il y a aussi les fournisseurs de nos agriculteurs qui ont tout intérêt à soutenir leur projet. Un lien commercial aussi qui est fort avec leurs clients agriculteurs, mais en aval, les distributeurs, que ce soit des épiceries, des supermarchés, des restaurateurs, comme des clients particuliers, qui ont tous intérêt à conserver cet écosystème local, territorial, en soutenant les projets des agriculteurs. En face de vous, Jean-Baptiste Vervy, vous êtes directeur du développement à la FDSEA de la Marne. On va passer sur un autre type de financement qui est là pour le coup un fonds d'investissement. Donc ça veut dire qu'on place son argent et on espère bien quand même retrouver là pour le coup une certaine rentabilité contrairement au crowdfunding. Comment ça fonctionne tout simplement? En fait, donc c'est effectivement pour d'autres projets dans une autre dimension. L'idée c'est il y a un fonds d'investissement avec des gens, des particuliers qui ont besoin de placer de l'argent, de diversifier leur placement, qui vont le mettre dans l'agriculture, qui vont trouver un intérêt puisque l'agriculture c'est aussi une activité qui est non délocalisable et qui a un taux de défaillance par rapport à l'industrie et PME qui est en général moins défavorable. Mais qui demande beaucoup de capitaux souvent. Et qui demande beaucoup de capitaux. Donc on va avoir des fonds d'investissement qu'on va réutiliser en fait en complément d'un prêt bancaire, souvent pour faire de l'apport de capitaux propres. L'apport personnel en fait dans un investissement, l'exploitant il a ou il n'a pas les 50 000 euros que la banque va lui demander en complément de son prêt. Et donc on va aller chercher le fonds d'investissement qui va compléter l'apport personnel pendant 8 à 10 ans. Et ce fonds d'investissement va ressortir à un moment donné, c'est l'idée d'un effet tremplin pour aider à faire le projet, aider à l'installation, aider à la modernisation. Et donc nous, on est entre les deux. Alors c'est la FDSEA pour la région, mais ça pourrait être une chambre d'agriculture à l'autre bout de la France, parce que ce dispositif-là existe pour toute la France. Le fonds d'investissement a besoin de partenaires professionnels agricoles pour pouvoir analyser le dossier et rassurer en fait le fonds d'investissement en disant ça marche pas, voilà, un coup c'est des pommes, un coup c'est du porc, un coup c'est de l'élevage laitier ou c'est de la grande culture. Le fonds d'investissement il n'a pas toujours une bonne lecture des choses. L'actualité qu'on a en ce moment, on peut dire on a peur, mais nous en tant que professionnels on peut dire il y a les fondamentaux sont là, on peut faire confiance. Voilà. Mais ça veut dire que de toute façon c'est des capitaux plus importants que le crowdfunding. On est souvent sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est ça? Et donc du coup il y a effectivement une analyse des professionnels pour dire si effectivement le projet est viable ou l'est pas et le fonds d'investissement peut investir ou pas. Mais comment on cotise à ce fonds d'investissement en fait?
Alors après, c'est comment on prend le risque si on est un simple citoyen exactement. Comment on y accède et quels sont les Alors en règle générale, comme beaucoup pour les fonds d'investissement, il y a des compagnies d'assurance ou des banques qui vont proposer en fait ce type de placement. D'accord. Alors si on était vraiment intéressé, on peut aller sur le site. Aujourd'hui, le fonds d'investissement avec lequel on travaille, c'est Labelliance Invest. On va sur le site, on se met en relation et ils nous remettront en relation avec des distributeurs de ce produit-là en fait. Donc c'est assez simple. Mais ce qui est paradoxal quand même, c'est que c'est parce que les banques ne veulent pas prêter que les agriculteurs font ce fonds d'investissement et qui est finalement cautionné et qui doit passer par des banques ou des assurances. Je ne dirais pas que les banques ne veulent pas prêter. Alors, il y a certains projets, des fois, ils font peur, quoi. Et du coup, les banques, elles vont demander un apport personnel plus important qu'on a ou qu'on n'a pas. Et il y a certaines banques qui vont même dire « je t'accompagne que si tu vas chercher du Labelliance ». Donc tu renforces tes capitaux propres. Comptablement, l'entreprise paraît plus forte puisqu'on a plus de capitaux propres. Et aussi l'argent que le fonds va donner, mettons 50 000 euros, l'agriculteur le rembourse que à 10 ans. Donc ça veut dire que c'est 50 000 euros de trésorerie en plus. Donc quand vous avez des activités où la conjoncture elle peut être volatile, plutôt que de démarrer et être la tête limite en dehors de l'eau, on a tout de suite un petit peu plus d'oxygène. Et on fait finalement une installation un peu en 2 temps. Voilà. Et donc il y a des banques qui vont aussi l'encourager, quoi. Donc je ne dirais pas que c'est forcément en opposition, mais c'est surtout là pour permettre de faire les projets, j'allais dire, à la bonne dimension, pour pouvoir se permettre d'investir dans un petit peu de modernité. Alors nous, on l'encourage non pas pour faire des grandes structures, bien évidemment, mais moi j'ai le cas en tête d'un jeune agriculteur qui s'est installé en élevage laitier. Il a pris derrière ses parents 3 hangars vétustes. L'installation 500 000 euros, donc lui, il n'en pouvait plus. Hein. Il dit j'aurais bien mis un robot, j'aurais bien refait un hangar pour tout regrouper. Ouais, non, t'en peux plus. Donc la banque l'a financé comme ça. Il est parti comme ça. Et ses parents, le jour où ils arrêteront de traire, il va peut-être se dire mais je passe 5 heures par jour, un coup dans un hangar, dans un autre, tout ça. Puis se dire au bout de 10 ans, j'en ai marre, je jette l'éponge parce que les conditions de vie sont pas terribles. On leur a aidé dès le départ. Ouais. Peut-être 50, 100 000 euros, un petit coup de pouce pour moderniser un petit peu le truc, pour avoir des conditions de vie bien, quoi. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt, en fait, nous, qu'on voit en fait sur ce type de dispositif, c'est des fois de donner un petit coup de main supplémentaire, pas se limiter qu'aux simples moyens des exploitants, mais dans certains cas, un petit apport extérieur. Alors quel est l'intérêt justement du contributeur? Vous ne m'avez pas répondu à ma question. Le lambda qui veut investir dans ce fonds d'investissement, quel est son intérêt finalement? Oui, alors lui, son intérêt, mais comme plein de placements, en fait, il y a des avantages fiscaux derrière. D'accord. Comme l'agriculture, c'est pas un secteur à grosse rentabilité, lui, il va avoir un taux de placement qui va être à 1 ou 2% en rémunération, ce qui est... Mais comme les livrets, un peu plus que les livrets aujourd'hui. C'est pas révolutionnaire. Par contre, l'intérêt, c'est, dans ce dispositif-là, il y a notamment un pacte Dutreil, qui est un dispositif fiscal qui va permettre en fait d'exonérer sur les droits de transmission à hauteur de 75%. Donc les gens qui vont placer, ils vont non pas être intéressés par la rémunération directe, mais par le fait que quand ils vont transmettre ça à leurs enfants, ils vont être largement exonérés. Et c'est ça en fait qui permet d'attirer des investisseurs pour moderniser l'agriculture. Voilà. Donc en fait c'est un fonds qui s'adresse essentiellement aux personnes âgées qui ont des enfants en fait. Ouais, on pourrait. Oui, c'est une cible qui existe en France. Et autant les capter. L'agriculture de toute façon a besoin de se moderniser. Elle a ses propres moyens financiers, mais ils sont pas forcément. Il y en a pas forcément assez. Il y a des gens qui sont en France qui ont de l'argent, qui veulent investir en France. Autant investir en agriculture. C'est non délocalisable l'agriculture. Oui. Donc autant qu'ils mettent l'argent. Mais c'est pas très rentable. Donc justement, heureusement qu'il y a les dispositifs fiscaux pour pouvoir être intéressant pour les investisseurs. Pour intéresser. Même question qu'à Florian Breton, quel est le profil type de vos investisseurs aujourd'hui? Alors je précise, nous on n'a pas de nos investisseurs en direct, c'est bien dans le fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, ils vont avoir des gens qui ont effectivement en règle générale, plus de 70 ans, qui payent l'ISF et qui ont plus de produits financiers qui permettent des avantages fiscaux. D'accord. C'est plutôt cette population-là. On est plutôt sur cette cible-là. Voilà. Et puis après, les gens qui vont bénéficier, qui vont aller chercher ces financements-là, ça va être des chefs d'entreprise qui ont un peu d'ouverture d'esprit, parce que ça veut dire que c'est des apporteurs, des investisseurs tiers qui arrivent dans l'entreprise. Donc c'est un étranger en fait qui arrive dans l'entreprise. Donc il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir accepter ce dispositif-là. Mais c'est des moyens aussi modernes
pour moderniser l'agriculture avec un mode de financement qui se pratique beaucoup dans le monde des PME, pas encore dans l'agriculture, mais on en aurait besoin. Alors je précise quand même que les investisseurs ne sont pas des grands investisseurs chinois d'Arabie Saoudite ou de je ne sais pas quel pays, parce que comme on a eu aussi de l'actualité sur ce sujet-là, c'est bien souvent des gens français. L'avantage fiscal sur les droits de succession, ça ne les intéresse pas trop, je pense. Ouais, voilà. Donc, mais c'est vraiment ce qui est intéressant, dans une autre dimension que le crowdfunding, c'est des Français qui ont du patrimoine, qui investissent dans leur économie française. Voilà. Et ça, c'est intéressant. La dimension est différente. Pour Mimosa, alors nous, on relaye aussi auprès de nos agriculteurs le dispositif Mimosa, qui n'est pas pour les mêmes projets, mais pour les agriculteurs, l'intérêt, c'est de regarder tout ce qui peut les aider à entreprendre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'encourager les gens à entreprendre et leur dire, tiens, en plus, ça peut t'aider, ça peut t'aider, ça peut t'aider. Non, mais c'est vrai que c'est deux dispositifs complètement différents qui s'adressent à des projets de dimensions quand même différentes. Mais ça prouve là aussi que les agriculteurs et le domaine agricole peut se prendre en main aujourd'hui. Et comme vous le disiez, c'est aussi source de croissance et d'emplois non délocalisables. Donc c'est vraiment très intéressant pour tous les gens qui veulent entreprendre en milieu rural. Juste dernière question en 30 secondes. Vous accompagnez vos projets tout au long de leur vie ou pas? Alors, nous, si je réponds, nous, forcément, en fait. Le dispositif fait que le fonds d'investissement s'appuie sur des experts agricoles qui vont étudier le dossier, l'accompagner pendant les 8 à 10 ans dans lequel l'investisseur il va être dans l'entreprise, sachant que nous, c'est notre métier puisqu'on a une compétence en conseil de gestion d'entreprise. Donc voilà, on sait analyser, on va faire un reporting tous les 2 fois par an avec le fonds d'investissement. Florian Breton. Et nous, une collecte moyenne dure entre 40 et 45 jours. L'après est très important et aujourd'hui, on va justement recruter une personne qui va gérer ce qu'on appelle la qualité et l'impact de notre activité, justement pour accompagner les porteurs de projets dans la durée et les faire potentiellement revenir aussi sur la plateforme pour une saison 2. On va accueillir nos premiers porteurs de projets qui reviennent pour financer un nouveau projet d'équipement, de cheptel, de foncier. Et donc c'est très important pour nous aussi de les brancher à notre écosystème de partenaires. Ça peut être Chambre d'agriculture, ça peut être des syndicats, mais ça peut être aussi des acteurs bancaires avec lesquels nous travaillons dans les territoires, justement pour créer de nouveaux rendez-vous. Vous venez faire un apport en fonds propres, vous avez réussi votre collecte, on va créer un rendez-vous pour vous aussi dans un territoire avec un partenaire pour accompagner votre projet sur la durée. Donc c'est très important, bien sûr. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Nous on se retrouve alors dès demain à 11h en direct pour Terre d'Info, le JT pour la partie actu. Et je vous retrouve dès cet après-midi pour l'escapade gourmande, là aussi à 15h sur Campagne TV. Mais d'ici là, vous le savez, bon appétit et cultivez votre jardin. Au revoir.